BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h15, je suis avec la vice-présidente de l'Association nationale des DRH, Laurence Breton-Cueny. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau de Good Morning Business ce matin parce qu'on a plein de questions sur le pass sanitaire, obligatoire ou pas en entreprise, on le verra. C'est mal parti. On a vu hier que les syndicats et les entreprises n'étaient pas convaincus de la nécessité d'imposer ce pass à tout le monde alors qu'aujourd'hui il est réservé aux 2-3 millions de salariés directement en contact avec le public. C'est votre avis, Laurence Breton-Cueny, c'est pas forcément la bonne idée ? Oui, alors effectivement, nous, on pense que c'est pas forcément la bonne idée. En tout cas, pas dans le sens où ça a été vu. Donc c'est vrai, déjà, on a été rassurés parce qu'au départ, on parlait du pass vaccinal et maintenant on parle du pass sanitaire. Mais on trouve qu'il y a d'autres mesures. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une ambiguïté. C'est-à-dire que comme en même temps, le gouvernement a dit qu'il allait transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est-à-dire que pour aller dans les restaurants ou les cinémas, il faudrait être vacciné et non pas seulement avoir un test PCR. On s'est demandé si c'était ça qui était aussi envisagé pour les entreprises. Et finalement, non. Non, et puis la ministre du Travail a plutôt rassuré. Aujourd'hui, c'est plus une envie que les 40% de salariés qui peuvent télétravailler soient 3 ou 4 jours en télétravail. Ouais. Plutôt, on va dire aussi, c'est une façon de pousser les personnes à se faire vacciner. Parce que je rappelle quand même, parce qu'on entend les chiffres en disant c'est pas la peine de se faire vacciner, il n'y a que 50% de non-vaccinés qui sont aux urgences. Je rappelle que c'est une question de proportionnalité. Oui, bien sûr. Pratiquement 90% de la population de plus de 12 ans est vaccinée et ça représente 50%. Ça veut dire que 10% représentent 50%. Donc l'objectif effectivement du gouvernement, c'est de faire vacciner. Et puis le pass sanitaire, on va dire que c'est la dernière option pour nous. Pour une entreprise, vous êtes DRH, c'est quand même c'est mieux de prôner davantage de télétravail, 3-4 jours de télétravail, que d'avoir envie que tous ces salariés soient bien au bureau et tous vaccinés. Vous êtes sûr que c'est le bon arbitrage, qu'on peut penser que ça, au bout d'un moment, quand même, 3-4 jours de télétravail, ça peut désorganiser les entreprises, non ? Alors, oui, 3 jours, déjà, on a vu les méfaits du télétravail à outrance. C'est vrai que beaucoup d'effets secondaires. Puis je rappelle, il y a quand même une étude de la DARES en mai 2021 qui a prouvé qu'en réalité, la contamination n'était pas beaucoup plus importante dans les entreprises qu'ailleurs, puisque les télétravailleurs, en fait, se contaminaient plus à l'extérieur. C'est ce que nous notons. En revanche, c'est vrai qu'on a des demandes, notamment de la part des partenaires sociaux, sur la question du pass sanitaire au niveau des restaurants d'entreprise. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est ce que nous disons, qu'il peut y avoir différentes étapes avant l'instauration du pass sanitaire dans les entreprises qui pourrait à la fois désorganiser nos entreprises parce qu'il y a certains qui en ont et qui ne voudront pas le montrer. Voilà, aujourd'hui, on doit trouver un bon mode de gestion, mais faisons attention quand même. Donc par exemple, dans un premier temps, vous le disiez, exiger le pass sanitaire pour aller à la cantine, au restaurant d'entreprise, ou par exemple pour aller dans des réunions à plus de 8-10 personnes. Oui, c'est ce que nous prenons, c'est-à-dire que là vraiment quand il y a du monde, parce que la question du pass sanitaire pose une autre question que nous posent beaucoup de salariés, qui est de dire si j'ai un pass sanitaire, est-ce que ça signifie que je peux enlever le masque ? Parce que c'est surtout le port du masque toute la journée. Voilà. Et je ne pense pas que même avec un pass sanitaire, parce que là la question n'a pas été posée, est-ce que les personnes pourraient enlever le masque ? Voilà. Notre objectif, c'est pas qu'il y ait pour et contre les personnes qui sont vaccinées. Notre objectif, c'est vraiment de réussir ensemble. Là, c'est quand même des années compliquées pour nous. Donc voilà, il faut y aller crescendo, mais c'est vrai, la question du restaurant d'entreprise serait une première étape, comme effectivement les réunions à plusieurs. Pourquoi ce serait possible ? Puisque aujourd'hui, on nous autorise à pouvoir déjeuner dans les bureaux. Donc ça veut dire qu'on a déjà tous en place des systèmes de vente à emporter. Donc les personnes pourraient choisir, et d'ailleurs même des vaccinés pourraient choisir de déjeuner dans le bureau comme ça se fait aujourd'hui. Ouais. Bon, c'est quand même compliqué cette histoire pour les entreprises depuis plusieurs mois, 1 an et demi. Est-ce que vous ressentez maintenant, au bout d'1 an et demi, parce qu'il y a eu une période au début où peut-être que les gens finalement ont pris leur parti, réussissent à travailler parfois même davantage chez eux qu'au bureau. Est-ce que vous sentez au bout d'1 an et demi que le télétravail a des conséquences lourdes et profondes sur l'organisation des entreprises et l'efficacité des salariés ? Alors, en réalité, tout dépend des personnes et des activités, et aussi tout dépend de votre vie personnelle. C'est-à-dire, on voit bien les inégalités, notamment en Île-de-France, quand vous avez des logements petits. Aujourd'hui, télétravailler quand vous êtes dans un studio et que c'est sur vos genoux, c'est pas possible. Et puis aussi, on note l'isolement, surtout les jeunes. Il y a énormément d'études qui ont prouvé, c'est surtout les jeunes, les plus jeunes travailleurs, et puis les personnes qui sont isolées, qui ont beaucoup de mal. Et puis nous, on travaille aussi
aussi beaucoup à la NDRH sur l'hyperconnexion, qui n'est pas seulement professionnelle, c'est la problématique des uns et des autres. Finalement, on est assez protégé quand on a des enfants, puisque les personnes, en fait, ont l'obligation d'avoir un rythme de vie, se lever, voilà, sortir, etc. Donc, voilà, nous, on trouve que 2-3 jours pour des circonstances exceptionnelles, c'est bien, mais surtout, il faut surtout trouver d'autres mesures. Je rappelle que nous, on incite toujours à la vaccination. Comme nous le demande le protocole sanitaire, on donne toujours du temps, mais surtout on a vraiment beaucoup de travail avec la gestion Covid, puisque je rappelle que le protocole sanitaire a créé les référents Covid, et pour nous c'est une surcharge de travail énorme. Je rappelle quand même que les contacts professionnels qui ont donné le Covid sont beaucoup plus faibles que les symptômes et au niveau personnel. Donc voilà, nous on a toujours des craintes des sorties des week-ends, puisque la semaine d'après on a beaucoup de personnes qui se déclarent cas contact en fait. Est-ce que vous sentez une dégradation globale de la santé au travail, du moral, de la psychologie des salariés en France ? Alors, à titre personnel, mon entreprise, non, mais toutes les études le montrent. Le montrent effectivement cette lassitude de beaucoup de personnes, et puis surtout des plus jeunes qui veulent retrouver leur vie d'avant. Mais je rappelle quand même qu'il n'y a pas que les salariés, puisqu'une étude a été faite des personnes sans emploi, dont la situation, on va dire, de santé physique, mentale et sociale est encore pire que les personnes qui sont en poste. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gérer, tout en sachant qu'on a aussi des tensions en termes de recrutement. C'est un petit peu le paradoxe aujourd'hui. Beaucoup de personnes à Pôle emploi et pour nous des tensions. Donc il faut faire attention s'il y avait cette instauration de pass sanitaire qu'il n'y ait pas un impact sur l'organisation de nos organisations. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable du pass sanitaire pour tous, c'est qu'on l'a démontré dans nos journaux, il y a d'abord des secteurs où c'est imposé depuis plusieurs mois, les secteurs en contact avec le public, la restauration, l'hôtellerie, les salles de sport, de cinéma, et au fond quand on fait le bilan, les compagnies aériennes, quand on demande aux entreprises, aux DRH de ces entreprises si ça s'est bien passé, on nous dit, bah oui, finalement, oui, ça n'a pas posé tant de problèmes que ça. Alors pourquoi ça en poserait si on passe de 3 millions de salariés à 25 millions ? Alors c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont plus en contact, et c'est là où est la problématique, c'est-à-dire que quand vous êtes en contact avec énormément de personnes, donc plus il y a de brassage, plus il y a de risques, les personnes comprennent davantage que quand elles travaillent dans un bureau, elles sont isolées, puisqu'on l'a bien vu, c'est plus on a des contacts et plus on a des risques de l'attraper. Après, bien entendu, soyons clairs, on veut pas le confinement. Ça, quand on nous dit qu'est-ce que vous ne voulez pas en 2022, c'est pas de confinement. Donc s'il fallait le faire, nous le ferions. Il faut juste prêter attention, puisqu'il y a quand même eu l'Italie qui l'a fait, et on s'est rendu compte qu'il y avait des forts taux d'absentéisme. Donc voilà, prêtons attention aussi. Et puis des résultats qui ne sont pas si convaincants que ça. On a vu en Italie, on est passé de 76 à 79% de vaccinés, et en Allemagne, on est resté à 70%. Donc ça n'a pas eu un impact aussi fort sur la vaccination. Donc il y a peut-être d'autres moyens de convaincre les gens de se vacciner. Eh bien, les convaincre, c'est de dire que si on aime nos soignants, il faudrait peut-être qu'on fasse tous des efforts. Aucun d'entre nous n'aime se faire vacciner. J'ai eu 3 doses comme beaucoup de personnes. C'est pas non plus très méchant, hein. Non, un peu de fièvre. Et surtout, sachons qu'il n'y a que 20% des moins de 50 ans qui sont hospitalisés. Ça veut dire que quand on a plus de 50 ans ou qu'on a des comorbidités, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, eh bien ça devrait être effectivement une façon pour soi de se protéger et de protéger les autres. Alors c'est la période des entretiens annuels d'évaluation et des discussions sur les augmentations de salaire. Décidément, c'est vraiment depuis 1 an et demi, les métiers des DRH sont sous les feux des projecteurs. Là, il y a des tensions, parce que vous le disiez, problème de recrutement, inflation. Les gens disent, moi, je regarde mon pouvoir d'achat. Et donc, tension forte sur les entreprises, sur les employeurs, sur CNAO. Alors, tout dépend des secteurs d'activité. Il n'y a pas que des entreprises du CAC 40 ou du SB 120 en France. La situation est très différente pour les ETI et pour les PME. Mais c'est vrai qu'on a quand même des choses à mettre en œuvre. On avait l'indemnité inflation à verser sur le mois de décembre. On a encore la possibilité de primes exceptionnelles de pouvoir d'achat, dite prime Macron, jusqu'au mois de mars. Bon, là encore, on a des choses à faire. Et puis après, tout va dépendre des résultats de nos entreprises. L'année n'est pas finie, voilà, et chacun a une situation différente. L'important, c'est la préservation des emplois et la relance économique. Donc ce que vous dites, c'est attention à ne pas trop généraliser. Oui. Il y a parfois du grain à moudre. Il y a des secteurs particulièrement en tension. On a vu les négociations, hôtellerie, restauration, avec la proposition du patronat de l'UMIH d'augmenter de 16% l'augmentation globale sur la grille des salaires. C'est énorme. Hier, la CFDT nous a dit que
A priori, c'était acceptable, du coup. Mais quand même, 16%, tous les secteurs ne peuvent pas faire ce genre d'effort. Non, non, mais c'est pour ça qu'on a des négociations dans nos entreprises et que c'est important, effectivement, le dialogue social au plus près du terrain pour trouver, effectivement, la solution. On est tous d'accord qu'il faut du partage de la valeur, encore faut-il avoir créé de la valeur pour pouvoir la partager. Et ça, c'est audible pour des salariés qui, eux, voient leur pouvoir d'achat, voient l'inflation. Jour après jour, on répète que l'inflation s'est installée, elle n'est peut-être pas durable, mais elle est là quand même pour plusieurs mois. Et donc, finalement, l'entreprise est en première ligne alors qu'elle n'est pas forcément responsable de la hausse du prix de l'électricité ou de la flambée du gaz. Là, vous avez juste un point de communication, c'est la transparence et l'honnêteté qu'on doit avoir les uns et les autres et bien expliquer. Je crois qu'aussi, souvent, on manque de culture économique, comme un peu de culture de santé, hein, quand on entend parler de la vaccination. Ouais. Là aussi, il faut pouvoir partager, être honnête. Et ça veut dire aussi, quand on est honnête, eh bien, quand on le peut, il faut partager la création de valeur que nous avons générée ensemble. Et donc être transparent, notamment sur les résultats de l'entreprise, la manière dont elle fait ses marges, sur les difficultés qu'elle a rencontrées en termes d'approvisionnement, en termes de pression aussi de la part de ses clients ou fournisseurs. Voilà, on n'est pas dans un modèle de gestion à l'allemande où c'est très différent. Ouais. Mais en revanche, n'oubliez pas qu'on est tous des adultes et donc il faut pouvoir se parler les uns les autres, même se dire des choses qui ne sont pas agréables comme des choses qui sont agréables. Bon, ça, vous avez l'impression, avec les remontées que vous avez de vos adhérents, que ces négociations, elles se passent finalement plutôt bien pour le moment ? Tout dépend des secteurs d'activité. Ceux qui sont dans le luxe n'ont pas du tout les mêmes problématiques que les autres. Voilà, donc il faut vraiment... Ça va être difficile pour eux de refuser des augmentations de salaire. Voilà, donc eux, voilà, ils se font tous concurrence. Donc on n'est pas du tout... Mais c'est vraiment... On met souvent en avant des entreprises phares de l'économie française qui ne sont pas représentatives du tissu. Il ne faut pas oublier que notamment les patrons de TPE, PME ont des salaires moyens beaucoup plus faibles que des cadres des grandes entreprises. Donc là encore, prêtons attention et puis soyons à l'écoute et puis ayons un dialogue social de qualité. Est-ce que le dialogue social a été amélioré, notamment au niveau individuel, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on est sous l'égide des ordonnances Macron, notamment de la barémisation des départs. Il y a moins de contentieux au prud'homme sur ce sujet. C'est différent, c'est-à-dire que les personnes choisissent un angle d'attaque qui fait exploser le barème Macron, c'est-à-dire ils vont essayer d'aller sur la discrimination. Voilà, donc il faut pas croire que le barème est une chose, mais il y a des façons de le contourner. Mais il y a quand même moins de contentieux, ça diminue. Non, pas forcément. Vous dites que maintenant les gens prennent prétexte de discrimination. Non, je ne pense pas qu'il y ait plus de contentieux. En revanche, oui, mais il y a beaucoup de demandes de rupture conventionnelle. C'est ça, une sorte d'accord à l'amiable entre entreprises et salariés, parce qu'on connaît à l'avance le niveau d'indemnisation. Oui, tout à fait. Donc il y a un barème, ce qui peut aussi après augmenter les chiffres au niveau de Pôle emploi. Il ne faut pas s'en cacher. C'est intéressant parce qu'on sont un peu sceptique, parce que jusqu'à présent on entend dire c'est bien, les rapports sociaux sont apaisés grâce à ça. Vous avez l'air d'être un peu dubitative. Non, mais je n'ai pas les chiffres. Donc sans chiffres, je ne m'avancerai pas de dire. Je vois juste les chiffres où effectivement on refuse très souvent des ruptures conventionnelles, puisque ça devient une facilité. Dans d'autres pays, en fait, il y a un autre mode. Quand il y a des démissions, il y a une couverture limitée dans le temps. D'accord. Voilà, donc... C'est-à-dire on est pris en charge par l'assurance chômage, mais de manière plus limitée que si on est licencié. Tout à fait. Par exemple, en Suisse et dans d'autres pays. Alors que là, aujourd'hui, il y a aussi le fait que quand vous voulez créer une entreprise, il y a beaucoup plus d'opportunités financières si vous êtes à Pôle emploi. Donc voilà, d'où des demandes de rupture conventionnelle pour création d'activité. Voilà, plein d'idées pour peut-être changer un peu les règles du jeu. Mais je pense qu'on pourrait faire plein de choses. Voilà, il faut juste prendre le temps et puis que cette crise soit derrière nous pour qu'on puisse souffler les uns et les autres. On l'espère tous. Merci beaucoup, Laurence Breton-Cueni, vice-présidente de la NDRH, d'avoir répondu à nos questions ce matin.